Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous avec le fait de société, l'actualité des grandes affaires. Une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Bonjour tous les trois, Jean-Marie Bordry, la voix des matinales du week-end, Jade Ferrano, journaliste d'investigation. Bonjour Stéphane. Et Victor Lefebvre, rédacteur en chef d'Affaires criminelles. Bonjour Stéphane Simon. Alors dites-moi, Victor Lefebvre, si je suis bien renseigné, la revue Affaires criminelles, notre partenaire, dont vous êtes le rédacteur en chef, a reçu une récompense hier. De quoi s'agit-il ? Nous avons reçu le prix trophée des lecteurs des magasins de la presse, des réseaux des magasins de la presse. Donc on est très heureux de cette récompense qui couronne donc le travail. Et puis on va essayer de continuer ainsi. Bravo. Et Merci la beaucoup. revue est en vente depuis Le 2 numéro jours. 3 est en vente depuis hier, ouais, tout à fait. Absolument. Bon, parfait. Changement de sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands pédocriminels de tous les temps, même si ce n'est malheureusement pas un cas isolé. C'est le docteur Joël Le Skwarnek, un chirurgien au-dessus de tout soupçon, qui a abusé pendant 30 ans d'enfants en salle d'opération, mais pas seulement. Il a été arrêté en 2020. Il est jugé en ce moment par la cour criminelle du Morbihan à Vannes. Il est poursuivi pour 299 viols entre 1989 et 2014. Pour en parler avec nous, nous aurons deux invités. Marika Mathieu, journaliste, réalisatrice, auteure de L'Impuni chez Studio Fact Édition, un excellent ouvrage que je vous recommande. Et puis Oméra Cellier nous fait l'honneur d'être avec nous aussi. C'est la présidente fondatrice de Innocence en danger, qui est partie civile au procès et que l'on est ravi de retrouver. Bonjour Oméra. Bonjour, merci. Alors, avant de détailler cette affaire Le Skwarnek et de revenir sur les temps forts du procès, ça va être surtout le moment de s'interroger sur ce véritable déni collectif, comme l'a écrit Marika. Mais comment ce pédocriminel a pu faire autant de victimes pendant si longtemps ? Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. Et les faits sont nombreux. Le docteur Joël Le Skwarnek est donc soupçonné d'avoir fait près de 300 victimes. Nous sommes le 25 avril 2017. Une mère de famille pousse la porte de la gendarmerie de Jonzac, une commune de Charente-Maritime. Elle vient déposer plainte contre son voisin. La veille, alors qu'il était dans son jardin, l'homme aurait montré son sexe et ses fesses à sa fille de 6 ans. Celui-ci lui aurait également demandé d'enlever sa culotte et était parvenu à lui introduire un doigt dans le vagin à travers le grillage. Les enquêteurs demandent à entendre la petite fille. Elle confirme tous les éléments dénoncés par ses parents. Conformément à la procédure, elle doit se rendre aux unités médico-judiciaires pour subir un examen gynécologique qui va révéler la perforation récente de son hymen par le voisin de ses parents. Identifié comme étant Joël Le Skwarnek, un homme âgé de 66 ans, marié, père de 3 enfants et chirurgien au centre hospitalier de la ville. Après vérification, les gendarmes vont se rendre compte que le chirurgien a déjà été condamné pour détention et importation d'images de mineurs présentant un caractère pornographique. C'était 10 ans plus tôt, en 2005. Le 2 mai 2017, Joël Le Skwarnek est interpellé à son domicile, perquisitionné dans la foulée. Les gendarmes vont y faire des découvertes insoupçonnables. Des poupées, des perruques, des sextoys, de nombreux supports numériques à caractère pédopornographique, plusieurs carnets au titre sans équivoque, jeux pour petites filles ou encore mes lettres pédophiles. Et ces journaux intimes, une pièce à conviction centrale, datée de 1990 à 1993. Puis, il recommence en 1996 jusqu'en 2017. Joël Le Skwarnek y relate jour après jour ses pensées, mais surtout ses violences sexuelles commises sur des mineurs, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Pas moins de 300 victimes scrupuleusement répertoriées par le chirurgien Joël Le Skwarnek. Pour les gendarmes, c'est l'hécatombe. Dès lors, un travail titanesque débute. Ils vont à présent devoir remonter le fil des 30 années de prédation et cerner la personnalité perverse du chirurgien. Dans ses écrits, outre ses victimes, Joël Le Skwarnek décrit son quotidien rythmé par des jeux sexuels avec ses poupées féminines et masculines allant de poupons jusqu'à l'âge de 12 ans environ. Chacune d'entre elles portait un prénom, parfois similaire au prénom de ses victimes. Il leur parle tous les jours et d'après lui, pouvait les emmener hors de son domicile. Surtout, Joël Le Skwarnek décrit précisément les actes sexuels et même scatophiles sur ses poupées. Aux gendarmes, il donne tous les détails. Ils sont sordides, ils n'en reviennent pas. Au total, les enquêteurs vont dénombrer la possession d'environ 70 poupées
et constate que celles-ci sont évoquées de plus en plus fréquemment dans les journaux intimes de Le Squarneck, avec environ 400 occurrences en 2015 et 2016. Mais Le Squarneck ne s'en prend pas qu'à des poupées. Il a aussi des penchants zoophiles et il passe à l'acte, principalement sur des chiens et un seul chat. C'est ce qu'il raconte dans ses carnets. L'audition à la gendarmerie de Jonzac continue. Les gendarmes veulent en savoir plus sur ces carnets. Joël Le Squarneck leur explique qu'il s'agit d'un journal retraçant sa vie sexuelle, par jour, par mois, par année. Il leur explique avoir été obsédé, voire tyrannisé par tout ce qui concernait le sexe, enfermé dans ses fantasmes pédophiles. Et il ajoute avoir décidé de les raconter sous la forme d'un journal intime. Il nie pourtant toutes les violences commises sur son entourage et sur ses patients. Les gendarmes ne vont pas le lâcher. Il leur faudra attendre la 4e audition pour que le chirurgien leur concède des pénétrations sur des petits garçons, avec ou sans prétexte médicaux. Mais il assure qu'il ne se souvient de rien. Il déclare aussi que les agressions sexuelles commises sur les petites filles se sont limitées à des caresses, mais sans aucune pénétration. Il explique qu'il s'est toujours interdit de le faire car cela aurait, selon lui, entraîné d'importantes blessures. Que nenni, Joël Le Squarneck est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Chirurgien. Comment a-t-il pu violenter des patients mineurs sans être repéré plus tôt? Ses collègues étaient-ils au courant? La loi de l'omerta a-t-elle régné au sein des CHU français? Joël Le Squarneck a travaillé dans une dizaine d'hôpitaux, en Bretagne, en Normandie, en Anjou et dans le sud-ouest de la France notamment. Au total, les gendarmes vont auditionner pas moins d'une 40aine de témoins. Tous des professionnels de santé qui ont exercé à ses côtés. La plupart d'entre eux sont unanimes. Le Squarneck était un chirurgien ordinaire, discret, peu enclin en bavardage. Selon ses anciens collègues, il ne se mélangeait guère aux autres et le contact avec les patients était souvent difficile. Seule une poignée de médecins auditionnés vont préciser aux enquêteurs que plusieurs bruits de couloir circulaient à son sujet, en raison de comportements parfois jugés étranges par le personnel hospitalier. Le Squarneck avait très souvent été aperçu la nuit aéré dans les couloirs de l'hôpital alors qu'il n'était pas de service. Et il emportait toujours sur lui un carnet sur lequel il notait des choses. Le docteur A, entendu par la gendarmerie, avait été surpris de constater qu'à son arrivée au sein de l'hôpital, le Squarneck s'était dit très intéressé et avait insisté pour participer à l'activité de chirurgie pédiatrique, spécialité pourtant peu plébiscitée par les chirurgiens en général. Pour autant, le docteur A se dit abasourdi à l'évocation des faits. Selon lui, rien n'avait pu laisser penser que le docteur Le Squarneck était un pédocriminel. Rien, si ce n'est sa condamnation de 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Cette année-là, Le Squarneck est en poste au centre hospitalier de Quimperlé, c'est dans le Morbihan depuis 1 an. L'un de ses anciens collègues, le docteur L, médecin urgentiste, se souvient du docteur Le Squarneck comme d'un homme discret et effacé. Il n'avait pas personnellement constaté chez lui de propos, de comportement anormal ou suspect, mais il avait été averti par un collègue de sa condamnation pour consultation d'images pédopornographiques sur leur lieu de travail. Le médecin urgentiste explique aux gendarmes alors, dès lors, avoir sollicité le conseil de l'ordre, mais n'avait pas eu de réponse. Celui qui avait informé le docteur lanceur d'alerte est un psychiatre à l'époque en poste au centre hospitalier de Quimperlé. Il confirme bien aux gendarmes avoir rencontré le docteur Le Squarneck en 2006, mais dans le cadre de ses fonctions de président de la commission médicale de l'établissement. Il a dit alors constater la convergence de plusieurs événements troublants concernant Le Squarneck. D'une part, on l'a informé de sa condamnation au cours de l'année 2005 par le tribunal correctionnel du chef de consultation d'images pédopornographiques à 4 mois de prison avec sursis. Et il a reçu une note de l'expert l'ayant examiné, lequel en a dressé un portrait pas très glorieux, évoquant chez lui un état pervers. D'autre part, à la même époque, un médecin radiologue du même hôpital qu'on appellera le docteur F avait lui aussi été mis en cause par plusieurs personnels de santé pour une suspicion de pratique en dehors du cadre lors de la réalisation d'actes gynécologiques. Convoqué en vue d'un entretien disciplinaire, ce docteur F s'était présenté accompagné du docteur Le Squarneck, lequel avait tout mis en œuvre pour prendre sa défense au moyen d'arguments fallacieux. Le psychiatre avait considéré ce soutien apporté au docteur F par Joël Le Squarneck comme un positionnement anormal et l'avait signalé par écrit au directeur du centre hospitalier de Quimperlé.
Enfin, le psychiatre et président de la commission médicale de l'hôpital avait reçu le docteur Le Squarnec seul, en entretien au cours de l'année 2006, à la suite d'une plainte d'un parent concernant une chirurgie d'appendicectomie qui avait été anormalement longue, et à l'issue de laquelle le chirurgien avait filé à l'anglaise, refusant de rencontrer la famille. Au cours de cet entretien, Le Squarnec avait tenu des propos à double sens sexuel concernant son jeune patient, ce qui avait amené le psychiatre à considérer que ses fantasmes avaient interféré avec l'intervention chirurgicale. Il avait rédigé une note adressée au directeur du centre hospitalier, puis encouragé de manière informelle Le Squarnec à démissionner. Après lui avoir fait comprendre que sa place n'était pas à l'hôpital, ce dernier lui avait répliqué qu'on ne pouvait pas le forcer à quitter ses fonctions. De fait, le 1er août 2006, Le Squarnec est titularisé en qualité de praticien hospitalier à Quimperlé. Bien informé de sa condamnation, ni le directeur du centre hospitalier de Quimperlé, ni le conseil départemental de l'ordre des médecins ne décident d'engager de poursuites disciplinaires à son encontre. Ils considèrent qu'il s'agissait d'un praticien sérieux, compétent, affable, et dont l'arrivée avait permis de stabiliser l'activité chirurgicale de manière satisfaisante. Pour eux, l'affaire relevait de la compétence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DDASS. Sollicité à son tour, l'organisme n'a envisagé aucune procédure disciplinaire. Pourquoi ? En raison d'une part de la motivation du jugement qui mentionne l'absence de renouvellement de ce comportement, et d'autre part, il y a l'absence aussi de dissimulation de sa condamnation pénale par Joël Le Squarnec. La DDASS précise néanmoins que si l'administration avait eu connaissance de cette condamnation au moment de la procédure de recrutement, la nomination aurait pu être évitée. Ce dernier ne remplissant pas les conditions de moralité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Et pourtant, le 1er juin 2008, par arrêté, voilà Joël Le Squarnec de nouveau nommé dans un autre centre hospitalier, celui de Jonzac. Il se sait intouchable. Sur le questionnaire d'inscription au tableau d'ordre des médecins de Charente-Maritime, le 4 juillet 2008, soit un mois après sa nomination, à la question « Avez-vous subi des condamnations pénales ou civiles ou une sanction administrative ?» Joël Le Squarnec répond « Oui » et précise avoir été condamné à 4 mois de privation de liberté avec sursis, sans amende, sans obligation de soins, pour détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs en 2005. La directrice du centre hospitalier de Jonzac, bien informée de la situation délictuelle du nouveau chirurgien, l'a tout de même recruté et il précisait n'avoir pris aucune mesure particulière puisqu'il n'y avait pas eu d'agression physique. Dans une totale impunité absurde, sa nouvelle hiérarchie permet au docteur Le Squarnec d'exercer sa profession et de continuer, au bout du compte, à violenter des dizaines et des dizaines de patients, tous mineurs, marqués à vie par leur funeste rencontre avec le chirurgien, décrits par les experts psychiatres comme prédateurs pervers, insensibles aux autres et à la souffrance causée chez ses victimes. 299 qui défilent à la barre de la cour criminelle du Morbihan depuis 15 jours et qui se demandent toutes la même chose. Comment a-t-on pu laisser le chirurgien Le Squarnec leur faire ça ? Merci Jade Serrano. Arrêté en 2020, Joël Le Squarnec est jugé donc en ce moment à la cour criminelle du Morbihan et je le rappelle est poursuivi pour le viol de 299 enfants entre 1989 et 2014. Dans un instant, Victor Lefebvre, vous allez nous raconter ce qui s'est dit lors des premières audiences à la cour criminelle du Morbihan et puis on va se demander comment le docteur Le Squarnec a pu échapper aux enquêteurs si longtemps. On parlera de cette forme d'impunité familiale, d'impunité professionnelle dont il a bénéficié. Ce que Marika Mathieu appelle le déni collectif. L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Vous êtes sur Sud Radio dans l'émission qui revient sur les grandes affaires qui font l'actualité judiciaire. Une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, récompensée par le prix des lecteurs hier. Alors, Victor Lefebvre, rédacteur en chef de cette revue, est avec nous. Merci. Rebonjour Stéphane Simon. Jean-Marie Bordry également. Toujours. La voix de Sud Radio le week-end. Et Jade Serrano, journaliste d'investigation. Bonjour. Nous parlons de l'affaire Le Squarnec aujourd'hui. Joël Le Squarnec, arrêté en juin 2017, jugé en ce moment
notamment par la Cour criminelle du Morbihan, est poursuivi pour 299 viols entre 1989 et 2014. Avec nous, nous a rejoint Marika Mathieu, journaliste, réalisatrice qu'on est ravi d'accueillir, qui est auteure de L'Impuni, un livre dont je disais le plus grand bien, qui est publié chez Studio Fact Édition, et Oméra Cellier, présidente fondatrice de Innocence en danger, et partie civile au procès, c'est important évidemment. Marika Mathieu, vous avez consacré donc ce livre extrêmement original, un excellent travail à la fois factuel, psychologique sur cette affaire. Avant de revenir sur ce que vous appelez le déni collectif, j'ai envie de vous demander vos commentaires sur les premiers jours du procès qui ont lieu depuis fin février en fait. Oui, je suis partie pour cette première semaine d'un procès tant attendu avant tout par des victimes qui souvent ont eu 5 ans pour s'y préparer, à la fois souvent dans le plus grand silence des autorités judiciaires. Certaines ont appris par les médias quand allait se tenir ce procès. Donc c'est une grosse affaire qu'on dit effectivement historique par ses proportions, ce nombre de victimes dans un tribunal trop petit pour toutes les accueillir. On est effectivement dans un tribunal qui se divise en 3 voire 4 salles. Il y a des salles de déport pour que le public ou les journalistes puissent suivre, mais aussi les victimes elles-mêmes doivent suivre à distance. Alors, on connaîtra peut-être dans les prochaines semaines des conditions un peu différentes, mais c'était sans doute ça qui était le plus marquant en arrivant dans ce lieu d'une confrontation tant attendue, d'avoir enfin ce que certains appellent l'heure des comptes, et bien de ne pas avoir qu'un écran pendant, en tout cas, ces premières semaines pour effectivement faire face à celui qu'on appelle un monstre, mais dont nous verrons évidemment qu'il y a tant d'autres choses à raconter sur lui. Absolument. Alors Oméra Cellier, merci d'être avec nous aussi. Vous êtes très souvent, trop souvent, amené à vous constituer partie civile dans ces procès de pédocriminalité. Cette affaire, le Squarneck, dites-nous en quoi elle est particulière pour vous. Écoutez, je pense qu'il y a deux, trois caractéristiques inhérentes à cette affaire qui la rendent assez exceptionnelle, en tout cas en France, parce qu'il y a eu une affaire similaire aux États-Unis, médecin de famille qui avait fait plus de 500 victimes. Mais pour revenir en France, c'est le nombre de victimes, et encore, je tiens à dire que le nombre des victimes pourrait être beaucoup plus que ça. Parce que, comme vous le savez peut-être, ou que l'enquête va le dévoiler, il y a toute une période où il n'a pas noté le nom des victimes. Il dit qu'il a été obligé d'effacer des informations parce que son entourage avait appris son penchant pédocriminel ou pédophile, pour prendre un mot que tout le monde comprend. Donc c'est le nombre des victimes, mais c'est aussi effectivement l'impunité avec laquelle il a pu agir pendant près de 30 ans en traversant plusieurs hôpitaux, et le fait qu'on n'ait pas réagi lors de sa première condamnation, c'était un manque de compréhension de ce que c'est quelqu'un qui utilise des fichiers pédopornographiques. Ces personnes passent à l'acte aussi. Il y a ça, et il y a surtout j'avoue que je me pose une question depuis que on est investi dans cette affaire, et surtout depuis le procès, c'est que la question est-ce qu'on est en sécurité dans les hôpitaux en France, que ce soit adulte ou enfant d'ailleurs, parce que quand on apprend qu'il a pu rendre visite à ces petites victimes avec des enfants qu'il avait hospitalisés, ils pouvaient leur rendre visite dans leur chambre et faire ceci ou cela, aussi bien pendant les consultations, aussi bien pendant l'opération parfois. Oui. Pendant l'opération. Donc je veux dire, il y a lieu à se demander est-ce qu'on est en sécurité dans les hôpitaux? Voilà, donc c'est trois. Et puis, sans parler du fait que je trouve ça tout à fait, je dirais, inadmissible que la prescription glissante ne puisse pas s'activer dans cette affaire, parce que cette loi qui date de 2022, je crois, n'est pas rétroactive.
Et c'est très dommage parce que je trouve ça difficile pour les victimes qui ont effectivement, comme vous le disiez plutôt, ont attendu 5 à 7 ans pour que cette affaire soit finalement jugée, de dire à un certain d'entre elles, pour toi il y a prescription, etc. Je peux vous dire que de l'intérieur, lorsqu'on se place du côté des parties civiles ou ceux qui accompagnent les parties civiles, c'est très blessant. C'est très blessant. Alors, Marika, Mathieu, il y a une réalité, c'est que cet homme, il a quand même aujourd'hui pas loin de 75 ans. Il risque évidemment une peine de prison très lourde. Est-ce qu'il peut ressortir un jour de prison ? Oui, enfin, il risque en effet une peine de prison lourde, mais qui reste la même que l'on commette en France un crime tel que le viol d'un mineur ou qu'on le commette sur 200 ou 300 ou 400 mineurs. C'est la même peine, c'est 20 ans maximum. Ouais, c'est pas cumulatif. C'est pas cumulatif et ça reste le maximum. Et il faut bien dire que personne n'a vraiment de doute sur la sentence qui tombera à la suite de ce procès. Ça n'est pas ça l'enjeu. Quand on parle d'un procès historique, il doit effectivement, évidemment, s'appliquer aux strates que l'on découvre grâce à cette affaire et absolument pas finalement à cette question de la peine et du fait qu'il pourrait en ressortir, puisqu'en effet ça l'amènerait à un âge, et ça l'amènera à un âge, mais qui en effet, d'ailleurs souvent dans le cadre de remises de peine qui sont monnaie courante, on le sait, et d'autant plus dans ce genre de criminalité, eh bien il aurait pu ressortir, oui, et après tout continuer. Ouais. Alors, il faut rappeler que le Squarneck est tombé grâce à la plainte d'une petite fille auprès de ses parents, qui était sa voisine. Ça montre à quel point il ne se méfiait de plus rien et plus personne, puisqu'il est exhibitionniste dans son jardin, et puis, il profite du fait qu'un canis soit tombé pour montrer son sexe à la petite voisine, puis après l'entreprendre, etc. Il a même plus l'idée qu'il peut lui arriver des ennuis. Joël Le Squarneck n'a jamais eu l'idée qu'il pourrait lui arriver des ennuis. C'est ça qui est fou. Il n'a fait que documenter sa tranquillité dans ce journal intime dont Jade parlait. C'est ce qui caractérise ce quotidien de Joël Le Squarneck, c'est que malgré les alertes, malgré les confrontations dans son cercle familial, dans son cercle amical, dans son cercle professionnel, et on l'a dit, on y reviendra, une arrestation même, il n'a jamais été inquiété. Et cette arrestation, en effet, elle est à l'origine de ce miracle, celle d'avoir pu l'arrêter, car autrement, il aurait en effet acquis les pleins droits à la retraite qui lui étaient dus, puisque cette date et celle de son arrestation correspondent. Ah oui. Mais c'est effectivement à cette petite fille-là qui a parlé comme d'autres dans cette affaire. Elle n'est pas la seule à avoir parlé. Mais la différence, c'est qu'elle a été entourée par des parents qui l'ont cru. C'est-à-dire des parents qui ont fait la démarche de sortir de ce qu'ils avaient entendu, de réaliser, de sortir de cette sidération et d'aller déposer plainte dans une gendarmerie où ils vont trouver là aussi une gendarme qui va faire son travail. Qu'il faut vraiment saluer. Vous l'appelez Elsa dans votre livre, mais c'est un prénom d'emprunt. Et il se trouve qu'elle est formidable, cette femme. Elle va croire, évidemment, et elle va avancer. Le travail d'enquête et c'est absolument colossal. C'est vraiment... Bravo. On a dénombré en tout 299 victimes. À part cette petite fille, sur ces 299, combien de ces victimes se doutaient qu'il leur était arrivé quelque chose lorsqu'elles ont pu croiser Joël Le Squarneck? Parce que beaucoup l'ont appris par les forces de l'ordre qui ont découvert les écrits de Joël Le Squarneck. C'est très compliqué à dire puisque, en fait, en témoignage direct, on sait que dans son entourage familial, il y a eu notamment ces deux nièces qui ont parlé beaucoup, enfin, dans la fin des années 80 et jusqu'à des confrontations à la fin des années 90, qui ont parlé directement. Après, pour tout ce qui a été de l'ordre, justement, dans son cercle amical, on y reviendra, on sait qu'à minima, un enfant au moment même de son agression, a alerté ses parents. On y reviendra peut-être dans la nuit même. Ses parents alertés n'ont pas osé confronter Joël Le Squarneck et ont préféré plutôt le conduire à l'aéroport comme il était prévu de le faire pour ses vacances. Et enfin, évidemment, on a des témoignages qui relèvent de ce qui s'est passé dans l'enceinte hospitalière d'enfants qui ont mentionné des douleurs, leur peur de ce chirurgien rentrant dans leur chambre, mais qui ont fait face, de la part de leurs parents comme du milieu hospitalier autour, de la banalisation de ça en disant qu'un médecin, parfois, il a des gestes ou des façons de faire. Ce qui peut paraître logique. Et les enfants sont souvent impressionnés de toute manière, même à cette idée-là. C'est l'incrédulité. Mais quelque chose d'un... c'est aussi l'autorité, le médecin. Oui, on est dans ce secteur spécifique, mais on y reviendra. C'est une forme de banalisation qui arrive dans d'autres secteurs, mais dans celui-ci en particulier, bien sûr, le geste du médecin.
Et cette manière, évidemment, de le renvoyer à cela. Mais encore plus, et je pense que c'est dans cette affaire, il faut y penser, on a aussi tout un tas d'enfants devenus adultes, et quand ils ont été convoqués par la gendarmerie pour avoir finalement cette révélation, mais ça leur a aussi souvent permis de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient, sur des choses qu'ils savaient confusément, sur des traumatismes qui les avaient habités tout au long de leur enfance et jusqu'à l'âge adulte, et permettant d'expliquer ce que l'on savait d'un point de vue des sciences humaines, sociales et médicales, que le corps a une mémoire. Il n'a pas forcément les mots, mais nombre de ces victimes ont exprimé cette mémoire du corps, et justement cette mémoire et cette marque laissée par Joël Le Squarnec. Alors dans un instant, Victor Lefebvre va nous raconter les faits les plus marquants des premières audiences, et puis on va se poser cette question simple: pourquoi et comment le docteur Le Squarnec a-t-il pu bénéficier d'autant d'impunité? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, avec nos complices Victor Lefebvre, rebonjour Stéphane, Jean-Marie Bordry. Je ne sais pas si complice, Serrano. Le terme est bien choisi. Oui, c'est vrai. L'avenir, je ferai mieux. Nous parlons aujourd'hui de l'affaire Le Squarnec. Joël Le Squarnec, arrêté en 2017, jugé à Vannes en ce moment par la cour criminelle du Morbihan, poursuivi pour 299 viols sur des enfants. Victor Lefebvre, le procès a démarré le 24 février. Pouvez-vous nous dire les faits les plus marquants entendus à l'audience depuis le début du procès, les choses entendues? Il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter tellement ce procès est dense. Il est prévu pour durer 4 mois. Il y a une scène en particulier qu'il faudrait sans doute citer, qui a beaucoup marqué l'opinion publique. Elle a été relayée dans les médias et puis même évidemment les personnes présentes lors de cette audience. C'est le 28 février dernier, Joël Le Squarnec a avoué face à l'un de ses fils des abus sexuels sur sa petite fille. Donc la victime étant toujours mineure, les actes sont pour le coup non prescrits. Et à la suite de cet aveu, la présidente de la cour a suspendu l'audience tellement l'émotion était forte. Le fils aîné de l'accusé, donc de Joël Le Squarnec, et sa compagne ont été aussitôt pris en charge par 2 psychologue. Et j'ajoute, comble de l'horreur, que dans les carnets saisis en 2017 lors de l'interpellation de Joël Le Squarnec pour le viol de sa voisine de 6 ans, le médecin évoque une vingtaine de fois, je cite, ses fantasmes et des exhibitions sexuelles sur sa petite fille, avec une première occurrence lorsqu'elle n'a qu'1 mois et demi. 1 mois et demi. D'accord. Pourquoi autant d'impunité autour de cet homme? Parlons d'abord de la sphère familiale, vous le rappeliez à l'instant. La sœur de Joël Le Squarnec n'a rien vu. Elle a discuté de temps en temps avec la femme de Le Squarnec, qui lui a confié plusieurs fois que sa vie sexuelle n'était pas extraordinaire. Mais elle a toujours pensé que le fait qu'ils aient des enfants, ça n'allait pas si mal. Quand la femme de Le Squarnec lui a dit qu'il regardait les petites filles et qu'elle a remarqué qu'il avait un air lubrique, elle n'en a rien fait non plus. Une autre fois, c'est la nièce de Joël Le Squarnec qui va dire que son oncle lui a mis la main dans la culotte. Sa mère va le faire avouer et puis elle va lui demander de se faire soigner, et puis il lui promettra qu'il va se faire soigner et puis il ne se fera pas soigner. Votre livre, Marika Mathieu, est assez extraordinaire de ce point de vue-là. On voit à quel point, dans cette famille Le Squarnec, on est dans un déni familial complet. On voit, j'espère, parce que tout le monde peut l'imaginer et tout le monde sait comment, effectivement, certaines manières de faire, certaines manières de parler, certaines manières de révéler des faits dans une famille peut devenir à la fois, on parle souvent d'omerta ou comme si un immense silence s'abattait comme un linceul. D'ailleurs, l'image est souvent et fréquente sur ces familles, mais ça n'est pas le cas. On parle dans la famille de Joël Le Squarnec, on se confronte, je le disais, cette sœur, elle a eu non seulement les mots et le récit de la part notamment de sa plus jeune fille, de ce que lui avait fait son oncle. Elle l'a entendu, elle l'a cru. Elle n'en a jamais douté. C'est pour ça qu'elle allait confronter son frère. C'est pour ça qu'elle lui a demandé « Est-ce que c'est vrai ?» Joël Le Squarnec a dit « Oui, c'est vrai. Ma femme est au courant, je le sais, c'est terrible, je n'aurais pas assez d'une vie pour réparer ce que j'ai fait. » Il pleure, il fume des cigarettes et elle se dit « Mais oui, c'est mon frère. Il est dans un état, si je le dénonce, qu'est-ce qui va se passer ?» Moi, j'ai essayé d'explorer ces conflits-là qui sont ceux que n'importe quelle famille confrontée à ce genre de drame peut avoir à élaborer comme manière de parler, comme manière de se disputer, comme manière d'en reparler encore et encore sans jamais sortir de ce cercle. Sauf que dans l'affaire de Le Squarnec, maintenant, on sait, grâce à ses carnets, grâce à son parcours, que le cercle familial n'est jamais que le premier qui s'emboîte avec les autres. Ce qui se passe effectivement avec ses amis, il a des amis de longue date, il a des amis parce que on dit que c'est un homme et un ami fidèle. Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, effectivement, des amis qui vont voir leur fils se faire agresser sous leur toit dans la nuit et ils vont le savoir immédiatement.
Mais ils ne trouveront pas le courage de non seulement d'en parler, enfin d'arrêter, de sauter sur ce que chacun pense. Hein. Disons, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'apprenais que mon fils était agressé dans la chambre à côté de la mienne? Je saute dessus, je tue cet homme. Et ben non. Dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe dans l'arrière et dans l'ombre de Joël Le Scornec, c'est ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire ces manières d'être confrontés à des actes qui sont tellement durs, indicibles et terribles dans les tabous qu'il soulève, que personne ne fait rien. Et Joël Le Scornec s'est retrouvé au cœur de cette mécanique-là, et celle qui ne l'a jamais empêché. Alors Oméra Sellier va réagir justement. Je voulais rappeler quelques chiffres qui font écho à vos propos. Selon la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 160 000 enfants sont en effet victimes de violences sexuelles chaque année. 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes l'ont été dans leur enfance en France. C'est quand même incroyable. 6% des victimes portent plainte formellement auprès d'un service de police ou de gendarmerie. Et le pire, c'est que 73% des affaires d'agression sexuelle sur mineurs orientées vers la justice, donc vous voyez, eh bien, sont classées sans suite. Alors, Oméra, c'est absolument vertigineux, ces chiffres qui sont si importants et qui deviennent si minimes au niveau des sanctions pénales. Et j'ai envie de vous dire aussi quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que quand on parle de 166 000 victimes de violences sexuelles, ce sont les victimes qui ont été identifiées. Vous savez combien de victimes viennent chez nous qui n'ont jamais porté plainte? Parfois, malheureusement, comme les lois sur l'imprescriptibilité sont peu claires pour quelqu'un qui n'a pas fait du droit, parfois ils pensent qu'ils ont le temps, parfois ils s'en souviennent pas, il y a l'amnésie, parfois ils pensent qu'ils ont le temps, alors que c'est pas vrai, il faut porter plainte dès qu'on sait, mais ça veut pas dire que les plaintes vont aboutir à quelque chose. Nous sommes confrontés presque, je dirais, quotidiennement des affaires qui ont été classées sans suite et qui rebondissent d'une autre manière quelques temps plus tard. Et puis finalement, donc je veux dire que la situation est dramatique, c'est un fléau, c'est pas un épiphénomène, et je regrette beaucoup que la protection des enfants en France intéresse si peu nos responsables. Ouais. Alors je le disais tout à l'heure, vous le racontez très bien, Marika Mathieu, dans votre livre, les investigations pour retrouver les victimes, d'abord elles ont été conduites par une gendarme qui est vraiment extrêmement courageuse, qui s'attaque pendant des mois, des années à des centaines de victimes, donc il faut les identifier à partir des carnets. Je parle, je reprends le point de départ, les victimes en fait elles sont classées en deux fichiers. Le Scornec, il a noté d'une part un fichier vulvette, c'est les petites filles, et l'autre fichier, ça s'appelle quéquette. Et c'est à partir de ce qu'il raconte que cette gendarme va tirer le fil d'Ariane comme ça et remonter vers les victimes. Oui, alors c'est toujours le drame que pointe Oméra Sellier, c'est que il faut un courage particulier de nos jours pour accepter de faire une enquête de cette ampleur-là, pour accepter d'aller décrypter les dizaines de disques durs qui ont été retrouvés chez Joël Le Scornec, qui encore une fois auraient pu être trouvés bien avant, puisqu'il ne prenait pas non plus tant de précautions pour les cacher. Il y établissait effectivement minutieusement, parce que c'est un collectionneur et que ça fait partie de sa personnalité perverse qui va du recensement des disques d'opéra qu'il écoute à celui effectivement des agressions du jour, de l'heure, de ce qu'il portait ou de ce qu'il avait fait avant, s'il était allé à la plage ou pas. Donc oui, ce sont grâce à ces carnets qu'encore une fois, de ce point de vue-là, on en est heureux de ces récits, puisque c'est ceux qui ont permis de retrouver les victimes et de leur permettre aujourd'hui d'avoir un procès. 25 établissements, il a fallu aller gratter dans les archives de 25 établissements hospitaliers dans lesquels le chirurgien a exercé. C'est presque, pour que les auditeurs se rendent compte, ça représente presque toute la côte ouest française, vous dites. Oui, c'était l'autre titre possible de mon travail, côte ouest. Mais côte ouest, pour nous raconter aussi, justement, oui, toutes ces villes le long, il fait ses études de médecine à Nantes, ensuite il part à Loches, en Indre-et-Loire, ensuite il revient vers toute cette côte qu'il va redescendre jusqu'à Jonzac. Oui, mais de ce point de vue-là, il nous permet d'explorer encore une fois ce qu'il y a de systématique. C'est-à-dire, ça n'est pas propre à une vie particulière, dans un établissement particulier, dans une famille particulière. C'est quelqu'un qui a traversé un monde, finalement, il a une ascension sociale aussi qui lui permet d'avoir traversé de différentes classes sociales et d'y avoir, en fait, finalement, retrouvé les mêmes réflexes, les mêmes manières de
faire. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là qu'il est intéressant et qu'il ne faut pas continuer toujours à s'en étonner. C'est-à-dire, là, encore une fois, son parcours, et on l'a dit, 299 victimes, c'est énorme, mais combien dans l'invisible? Combien qui ne sont pas traités? Combien qui échappent à toutes ces statistiques qui, pourtant, tout en étant endémiques, ne reflètent qu'une micro-part de ce que nous connaissons, en fait, et traversons chaque jour. Parce que la statistique que j'aime bien pour ma part, c'est de me dire, si 5,6 millions de Français ont été agressés avant leurs 18 ans, sexuellement, ça fait combien dans leur entourage? Ça fait combien de personnes dans leur famille, dans leurs amis, dans leurs collègues, qui les ont finalement côtoyés? Ben, si on multiplie, on fait la règle de Joël Le Squarnec, allez, disons 2, 4, 6, 8, on en arrive à 50, 60 millions de gens. 60 millions de gens en France ont été, qu'ils le sachent ou non, socialisés, qu'ils ont grandi, ils ont aimé, ils ont été les amis de personnes qui ont été agressées s'ils ne l'ont pas été eux-mêmes. Et c'est de ça dont il faut prendre conscience, sans s'offusquer de ce chiffre qui est terrible, mais qui est peut-être un des premiers qui nous permet de nous rapprocher de la réalité. Bon, dans un instant, on va revenir en détail sur ce qui est, non pas de la protection, mais en tout cas de la tolérance professionnelle dont le chirurgien pédophile a bénéficié à l'hôpital, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans notre émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles. Ensemble, on regarde l'actualité judiciaire et cette semaine, nous parlons de l'affaire Le Squarnec, une des plus grandes affaires de pédocriminalité actuellement en procès, et ce pour quelques semaines encore. Nous sommes avec Jade Serrano, bien sûr, oui. Victor Lefebvre, Jean-Marie Bordry, la voix des matinales sur Sud Radio, et avec nous Marika Mathieu, journaliste, réalisateur, auteur de L'Impuni chez Studio Fact Édition, que je vous recommande, et Oméra Cellier, présidente fondatrice d'Innocence en danger, partie civile au procès de Joël Le Squarnec. Ce qu'il y a d'absolument frappant dans cette affaire Le Squarnec, c'est évidemment ces années d'impunité, ce que vous appelez, Marika Mathieu, ce déni collectif, en particulier dans la sphère professionnelle, et j'aimerais qu'on parle de cela maintenant. En 2006, alors qu'il a été condamné une première fois l'année précédente, Joël Le Squarnec va être titularisé en qualité de praticien hospitalier à Quimperlé, et là, il n'y a personne pour aller regarder d'un peu près ses agissements. Alors ça, c'est le point qui va être, d'un côté, on se dit mais comment est-ce possible? Il a été condamné et pourtant il passe un concours et il le réussit dans des conditions qui auraient dû l'en exclure. C'est-à-dire un chirurgien avec un casier judiciaire, d'ailleurs quelle que soit sa nature, ne peut pas prétendre à la titularisation en tant que praticien hospitalier à temps plein. Ça n'aurait pas dû être possible. Anomalie. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a comme de normal derrière? Oui, il a été condamné, mais dans quelles conditions? C'est vrai, avec une enquête et une audition, un jugement plus qu'expéditif. Il n'y a aucune sanction tangible, finalement. Ce sont 4 mois avec sursis. Oui, c'est rien, 4 mois avec sursis. Voilà, sans aucune obligation de suivi socio-judiciaire, et encore moins psychologique, et cette amende minimale de 90 € pour frais de dossier. Bon, il faut savoir quand même qu'à l'époque, même si la juridiction a évolué, mais encore faut-il qu'elle soit appliquée, il encourait 2 ans d'emprisonnement et je crois 50 000 € d'amende. Mais tout d'un coup, ça m'échappe. Et donc, il arrive dans ce tribunal de Vannes où, encore une fois, ces affaires sont courantes. Ça aussi, on l'oublie. Les affaires alors, on est dans le début des années 2000, hein, la consultation de fichiers pédopornographiques. On est au début et je ne sais pas si vous l'avez rappelé, mais s'il a été arrêté, c'est grâce à une opération, une de ses premières opérations d'envergure internationale qui a été conduite par le FBI. C'est le FBI c'est les Américains qui le retrouvent dans le lot. Qui le trouvent parmi 10 000 autres, comme lui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parmi les 3 qui vont relever de la juridiction de Vannes, il y a lui, donc qui est en poste comme chirurgien, mais il y a aussi un dentiste, et puis il y a aussi un retraité d'EDF. Ce sont les 3 figures qui vont se retrouver prises par ce coup de filet, l'opération Falcon, qui est à l'origine de cette première arrestation de Joël Le Squarnec. Mais donc, on a ce profil de ces gens qu'on ne va pas chercher pour grand banditisme. Et on n'y va pas d'ailleurs très vite. On attend plusieurs mois à la gendarmerie de Vannes, de Grandchamp plus exactement, pour aller le chercher. On a le temps. Et quand on y va, d'ailleurs, la perquisition, on ne la conduit pas dans toutes les pièces. À quoi bon? Au premier ordinateur qu'on trouve, on l'attrape et puis on le ramène à la maison. Et on auditionne d'ailleurs derrière Joël Le Squarnec. Et il va le dire aux gendarmes. Il va dire, vous savez, moi, ces fichiers, je les ai toujours consultés sur mon lieu de travail. Jamais à la maison. Et là, le lieu de travail de Joël Le Squarnec, c'est où? C'est pas à Vannes, c'est à Quimperlé. Il y a 1 heure de voiture. Il faudrait aller voir peut-être sur ce lieu de travail. Oh ben non, quand même. Eh ben non.
Eh ben non, on fait pas ça. Tout est minimal dans l'histoire de l'arrestation de Joël Le Scornec. Cette première enquête, elle est totalement bâclée. Totalement bâclée, mais... Si les Américains n'avaient pas été à l'origine de ce coup de filet, de toute façon, ça n'a rien changé au fur et à mesure, donc au point où on en est. Mais est-ce qu'on comme d'habitude, bâclé. Comme d'habitude, quand on se dit d'ailleurs, par ignorance, mais malheureusement encore aujourd'hui par manque de moyens, c'est pas si grave. C'est virtuel, c'est pas réel. Mais qu'est-ce que c'est un homme qui télécharge ce genre de fichiers? Qu'est-ce qu'il fait avec sur son lieu de travail avant d'aller opérer un enfant comme il en est à la charge tous les jours? Eh bien, ces questions-là, moi, c'est ce que je pointe dans mon livre, c'est que ce sont tout ce temps, ce minimum de réflexion, mais qu'il appartient à chacun de faire, qui est de se dire, c'est pas grave, sauf quand on y pense, sauf quand on se dit que peut-être quand même ça a des conséquences. Et c'est évidemment ce qui explique après peut-être comment se fait-il. Encore une fois, cette condamnation n'a pas même été inscrite sur le casier judiciaire de Joël Le Scornec, ce qui explique en réalité qu'il ait pu être titularisé dans des conditions que le ministère de la Santé va par la suite regretter, mais disant que ce n'était pas la faute de Joël Le Scornec, c'est le tribunal qui n'a pas transmis ce casier judiciaire. Alors est-ce que c'est parce que celui-ci n'était pas assez grave? Est-ce qu'il y a eu un arrangement avec finalement ce chirurgien qui attendait une promotion et qui a plaidé finalement cet ennui parce qu'il a plaidé d'avoir été finalement maltraité par sa femme et d'être dans une crise qui l'a amené un peu comme ça à être déboussolé sur Internet? Quoi qu'il en soit, est-ce que le greffier était surmené ce jour-là? C'est parce que finalement cette condamnation n'a pas été notifiée qu'il a pu passer effectivement parmi les effectifs à temps plein. Sur tout le parcours à peu près criminel, on va le dire, de Joël Le Scornec, on peut estimer à combien le nombre d'occasions manquées concrètes de le mettre hors d'état de nuire? C'est compliqué. Alors là, moi, plusieurs centaines de fois probablement. Alors on pourrait se dire tous les jours. Mais en fait, il y a quelque chose qui est intéressant et je reviens sur ce qui a été dit en début d'émission. Prenons l'hôpital justement. Comment le savoir? Il n'y a aucun dispositif de signalement. La majorité, même de l'aveu même du Conseil de l'Ordre, quasiment 80% des effectifs médicaux, des hommes et des femmes qui travaillent au sein de l'hôpital, n'ont aucune idée de la manière de signaler des violences sexuelles auxquelles ils auraient assisté, mais qui aussi peuvent les atteindre. Parce qu'effectivement, il faut aussi penser au personnel hospitalier qui, dans le milieu médical, est victime également de ce type d'agression. On ne sait pas et on ne veut pas savoir. Où sont les dispositifs de signalement systématique? Ça ne nous regarde pas. Où sont les formations dédiées à l'écoute, à la prise en compte de la parole des enfants et des entourages qui arrivent en disant voilà, il y a des douleurs, tout ça c'est documenté. On a depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans maintenant un travail psychosocial qui a été mené là-dessus. Et en même temps, il n'y a rien de plus banal qu'un enfant qui vient de se faire opérer et qui dit « Papa, j'ai mal et j'ai peur du docteur ». Oui, mais vous savez, en fait, dans ces affaires-là, il y a une autre question, c'est celle qui reviendrait à avoir un milieu hospitalier qui est le premier aussi à recevoir régulièrement des enfants victimes. En fait, ils viennent pour des infections, pour des plaies, pour des choses qui vont effectivement en fait des signes d'alerte. Quand dans un milieu comme celui-ci, qui est au cœur des vulnérabilités, des corps qui sont à disposition aussi bien des médecins, mais finalement qui racontent aussi ce qui leur arrive dans l'intimité, dans ce milieu-là, il n'y a rien. Donc la sécurité dont parle Omer Assélier, encore faudrait-il qu'on ait des dispositifs pour l'évaluer. Donc on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, je voudrais demander justement à Omer Assélier de réagir par rapport à l'enquête côté patient, parce que l'enquête a aussi un côté terrible, il faut bien le reconnaître. Certaines victimes retrouvées grâce au journal de bord du médecin vont être confrontées avec les notes du docteur. Et d'un seul coup, ils vont se rendre compte, alors qu'ils n'avaient aucun souvenir, étant parfois sous anesthésie de leur opération, que celle-ci s'était pas passée normalement. Omer Assélier, c'est parfois une deuxième épreuve de se rendre compte qu'on a été abusé d'un pédophile. Absolument, c'est une deuxième épreuve et d'autant plus que, comme nous le savons, les victimes étaient mineures au moment des faits. Elles ont été contactées par des enquêteurs aujourd'hui, donc à l'âge adulte. Beaucoup d'entre elles avaient constitué des familles, avaient des enfants, avaient bien évidemment une carrière. Et je peux vous dire, en tout cas pour celles que je connais de très près, que j'accompagne depuis le début et que je vois dans les retraites de résilience que nous offrons aux victimes, je me
rends compte que les réactions, évidemment, comme on peut s'en douter, sont très, très personnelles. Il y en a qui réagissent de telle façon, il y en a qui réagissent de telle façon, il y en a qui veulent plus du tout en entendre parler et qui font semblant que tout ça n'a pas existé. Ils font comme avant d'être contactés. Il y en a qui ont sombré dans des problèmes, qui ont somatisé, donc avec des soucis de santé, etc., etc. C'est très inégal, mais je peux vous dire que, et puis cette enquête de 7 ans, et puis toute cette attente, et puis ce qu'ils m'écrivent en ce moment, alors qu'ils ont des audiences éparpillées, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur fait comprendre combien elle coûte à la justice. Non, mais c'est n'importe quoi. Que même j'étais choquée de lire ça. Oui, voilà. Donc c'est pas facile pour les victimes. Bien sûr. Oui. Alors, ce qui est très en décalage finalement, c'est qu'il y a cette souffrance des victimes qu'il y a eu sur le moment ou rétrospectivement. Et puis de l'autre côté, il y a le Squarneck il sait qu'il risque gros, mais il y a une certaine forme d'excitation que vous racontez dans votre livre, Marika Mathieu. Il y a une certaine forme d'excitation chez lui à imaginer la lutte contre les pédophiles. Il n'a pas peur de la police en fait. Encore une fois, il n'a pas de raison d'avoir peur de la police. La police a toujours été particulièrement gentille avec lui pour les quelques fois où il a eu à la croisée. Et effectivement, il considère avec le plus grand mépris toute forme de tentative qu'il juge hypocrite de criminaliser ce qui pour lui relève de l'expression de ses fantasmes et de sa sexualité la plus heureuse. En fait, il a simplement l'impression de s'autoriser ce que tout le monde aimerait s'autoriser au fond. Mais encore une fois, ce type de sentiment, qui est en réalité le sentiment d'impunité, si on ne comprend pas comment, en tant que société, on contribue à le nourrir, on contribue par tous ces gestes et ces manières de faire, de dire ou de ne pas dire à ses côtés ou ou après son passage, ces manières-là nourrissent ce sentiment-là. Et oui, c'est quelqu'un qui s'en ravit et qui en jouit, oui, au sens littéral du terme. Il aime en effet parfois se masturber sur les textes de loi qui officiellement condamnent ces agissements. 300 viols, 30 années d'impunité. Je voudrais vous remercier toutes les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Et en conclusion, on peut dire que la lutte contre la pédocriminalité, il serait peut-être temps d'en faire une grande cause nationale. Merci encore. Je vous rappelle merci encore. Je vous rappelle donc que vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 12h, 13h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Et c'est tout de suite Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins de France. Oui, et on va se remonter le moral en toute modération. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Merci encore.